Tais-toi et paie, a crié maman. C'est tout ce à quoi tu sers. Je n'ai pas discuté. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Prêt immobilier. Électricité. Assurance. Carte de crédit. 10 840 $. 4 clics. Tout annulé avant minuit. 14 jours plus tard, mon téléphone s'est illuminé. Maman a appelé. Encore et encore. 10 840 $. C'est ce que je payais chaque mois. Prêt immobilier, 3200 $. Électricité, 210 $. Assurance habitation, 480 $. Visa se terminant par 8803. Paiement minimum, 6950 $. 4 comptes. 4 prélèvements automatiques. Mis en place l'été de mes 19 ans. Assise par terre dans mon premier appartement, un ordinateur portable en équilibre sur une boîte de déménagement. Parce que ma mère avait appelé et dit qu'elle avait besoin d'aide. Et je ne savais pas encore que le mot « aide » dans sa bouche signifiait « pour toujours ». Je n'ai pas manqué un seul mois en 17 ans. Ni quand j'avais 23 ans et que je sautais le déjeuner pour payer mon loyer. Ni quand j'avais 27 ans et que mon petit ami m'a assise pour me dire qu'il ne restait plus rien de toi pour nous. Ni quand j'avais 31 ans. Et qu'un agent de crédit m'a demandé pourquoi quelqu'un avec mon revenu n'avait pas d'épargne. Et j'ai souri et dit que j'étais prudente avec mes investissements. Ce qui était un mensonge tellement rodé qu'il ressemblait presque à la vérité. 17 ans. 204 mois. Chacun d'eux attend. Jusqu'à mardi dernier. Ma mère m'a regardé de l'autre côté de sa table de cuisine et a dit 5 mots. Non pas parce que j'avais demandé de l'argent. Non pas parce que j'avais demandé quelque chose de difficile. J'avais demandé un merci. Un seul. Après 204 paiements, j'ai demandé à ma mère si elle avait déjà voulu me dire ces 2 mots. Elle a posé sa tasse de café. M'a regardé comme on regarde un distributeur automatique quand il demande la monnaie exacte. Tais-toi et paie, a-t-elle dit. C'est ce à quoi tu sers. 4 secondes de silence. Je les ai comptés comme je compte tout. Parce que c'est ce que je fais. Je suis une experte comptable judiciaire. Je traque l'argent qui a été caché, déplacé, déguisé et enterré. Je le trouve. Je le trouve toujours. Pour les autres. J'ai ramassé le chèque que j'avais apporté. Je l'ai remis dans mon sac. Je me suis levé. Elle n'a pas demandé où j'allais. Elle s'était déjà tournée vers la télévision. Je suis rentré chez moi. 22 minutes sur l'autoroute 26. L'étui à latin Mountain sombre des 2 côtés. Radio éteinte. Je suis entré dans mon complexe d'appartements. J'ai pris les escaliers parce que l'ascenseur prend trop de temps quand vos mains ont besoin de faire quelque chose. Mon ordinateur portable était ouvert sur le comptoir de la cuisine. 2 onglets. Onglet 1. Une entreprise de transport maritime à Wilmington, Delaware, que j'avais passé 3 semaines à prouver qu'elle avait caché 17 millions de dollars en fausses factures pour un client qui me payait très bien pour les trouver. Onglet 2. Le portail AutoPayChase de ma mère. Toujours connecté depuis que je l'avais configuré à 19 ans et n'ayant jamais changé le mot de passe. Même ensemble de compétences. Échelles différentes. Je me suis assise. Fermé le premier onglet. Ouvert le second. Prélèvement automatique du prêt immobilier. Annulé. Confirmé. Prélèvement automatique de l'électricité. Annulé. Confirmé. Prélèvement automatique de l'assurance habitation. Annulé. Confirmé. Visa se terminant par 8803. Annulé. Confirmé. 4 clics. 90 secondes. 17 ans. Annulé avant minuit. J'ai fermé l'ordinateur portable. Rempli la bouilloire. Je me suis tenu à la fenêtre pendant que l'eau chauffait. Portland était humide et orange en dessous de moi, comme elle l'est en mars quand les réverbères captent la pluie sous le bon angle. Mon appartement est petit. Une chambre. Une salle de bain. Une cuisine où tient à peine une table pour 2. J'y vis depuis 6 ans.
Je pourrais me permettre quelque chose de plus grand. Je pourrais me permettre une maison. Mais il y avait toujours ce chiffre sur mon relevé bancaire chaque mois. 10 840 $ qui partaient avant que je puisse décider quoi faire de ma propre vie. Et d'une certaine manière, les calculs n'ont jamais fonctionné. La bouilloire s'est arrêtée. J'ai versé l'eau. Earl Grey. Sans sucre. Je me suis assise. Je ne tremblais pas. Je ne pleurais pas. Ma respiration était régulière. Et mes mains étaient stables. Et si vous étiez entré à ce moment-là, vous auriez pensé que j'étais une femme buvant du thé un mardi soir. Mais quelque chose derrière mes côtes avait bougé. Une porte que j'avais gardée verrouillée pendant 17 ans s'était ouverte d'environ 1 pouce. Et à travers la fente, je pouvais sentir l'air froid. Et je savais que si je l'ouvrais complètement, je verrais quelque chose que j'avais passé toute ma vie adulte à refuser de regarder. Pas ce soir. Ce soir, c'était l'annulation. Le regard viendrait plus tard. J'ai pris mon téléphone. Une notification. Un rappel de calendrier que j'avais programmé il y a des années et que je n'avais jamais supprimé. 3e samedi. Pas de lieu. Pas de nom. Juste ces 2 mots répétés chaque mois parce que certains rendez-vous n'ont pas besoin d'explication. Ils ont juste besoin que vous vous présentiez. J'ai siroté mon thé. Il était encore trop chaud. Je l'ai siroté quand même. Je vérifie la fraude pour gagner ma vie. Je traque l'argent manquant, les fausses factures, les comptes fantômes. Je trouve où les chiffres mentent. Mais je n'avais jamais une seule fois, en 17 ans, regardé les miens. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire l'été de mes 19 ans. J'ai ouvert une feuille de calcul. Et j'ai commencé par le premier mois. Nora Shaw partage un bureau avec moi depuis 6 ans. C'est la seule personne chez Archer et Bern qui sait que je paie les factures de ma mère. Parce que Nora est le genre de personne qui remarque quand une experte comptable judiciaire senior apporte son déjeuner de la maison tous les jours et ne commande jamais de café au chariot. Elle m'a demandé une fois, environ 3 ans après. Je lui ai dit. Elle est restée silencieuse pendant exactement le temps qu'il faut pour décider s'il faut dire quelque chose d'honnête ou de gentil. Et puis elle a dit les deux. Tessa, vous auditez des entreprises du Fortune 500. Vous avez découvert un stratagème de détournement de 7 millions de $ enfoui l'année dernière au sein d'une organisation à but non lucratif. Et vous me dites que vous n'avez jamais une seule fois regardé les relevés bancaires de votre propre mère? J'ai dit non. Elle a attendu le reste. Il n'y avait pas de reste. J'avais peur de ce que j'allais trouver, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois. C'était il y a 3 ans. Elle n'en a plus jamais parlé. Jusqu'au matin après que j'ai annulé les prélèvements automatiques, quand je me suis assise à mon bureau et que je lui ai raconté ce que ma mère m'avait dit de l'autre côté de la table de cuisine. Nora n'a pas halté. Elle n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle a tiré sa chaise de mon côté du bureau, a ouvert un nouveau document sur mon écran et a dit, commencez par le relevé le plus ancien auquel vous pouvez accéder. C'est pourquoi Nora Shaw est ma seule amie. Mais je n'ai pas commencé par les relevés. Pas tout de suite. Je me suis assise dans ma voiture cette nuit-là, dans le parking sous notre bâtiment, moteur éteint, et j'ai pensé à un restaurant. J'avais 12 ans. Le restaurant s'appelait Patsy's, même si je n'ai jamais rencontré personne nommé Patsy. Il était situé sur Burnside, entre une laverie automatique et un magasin de pneus. Et chaque 3e samedi du mois, mon père m'attendait à la dernière cabine, celle près de la vitrine à tarte, où la lumière fluorescente bourdonnait à une fréquence que je semblais être la seule à remarquer. J'ai dit à ma mère que j'allais à la bibliothèque. Elle n'a jamais vérifié. Vérifier aurait demandé de l'intérêt, et à ce moment-là, son intérêt pour moi était devenu purement transactionnel. J'étais la silencieuse. Celle qui ne causait pas de problème. Celle qui, à 12 ans, était déjà préparée à un rôle que je ne comprendrais pas avant 20 ans. Mon père commandait du café et ce qu'il y avait de moins cher. J'ai commandé un milkshake au chocolat parce que j'avais 12 ans et parce qu'il me le permettait. Il a fait glisser son relevé bancaire sur la table, face visible, juste à côté de la salière. Trouve l'erreur, a-t-il dit. Je l'ai étudié pendant 10 minutes. J'ai trouvé des frais de guichet automatique de 3,50 $ qui lui avaient été facturés par une machine qui n'était pas sa banque. Bien, a-t-il dit. Maintenant,
trouve la vraie. J'ai regardé à nouveau. Ligne 42. 48 $. Description. Divers. Qu'est-ce que divers, a-t-il demandé. Je ne sais pas. Personne ne sait. Il a tapé la ligne avec son index, un doigt calleux après 30 ans à tirer des fils à travers les murs. C'est ça le point, Tessie. Quand quelqu'un écrit divers, il espère que tu ne poseras pas de questions. Ton travail est de demander. La serveuse est passée. Encore du café. Mon père a levé les yeux. S'il vous plaît. Ma fille maudite. Elle a ri. Lui non. Moi non. Nous étions tous les deux complètement sérieux, et la serveuse est partie sans être tout à fait sûre si nous plaisantions, ce qui est la dynamique que j'ai eue avec la plupart des gens pour le reste de ma vie. C'était il y a 24 ans. Mon père m'a appris à lire les relevés bancaires dans une cabine de restaurant. Il m'a appris les intérêts composés à 14 ans, l'amortissement à 15, comment ouvrir un compte d'épargne à 17. Il m'a appris que l'argent dit la vérité même quand les gens ne la disent pas, et que la différence entre un bon comptable et un excellent est la volonté de suivre un chiffre au-delà du point où cela devient inconfortable. Il a fait cela chaque 3e samedi, sans faute, pendant 27 ans. Ma mère ne l'a jamais su. Ma sœur ne l'a jamais su. C'était le plus long secret de ma vie, et c'était le seul qui me gardait saine d'esprit. Ma mère avait ses propres leçons. Elles étaient plus courtes. La sienne était une seule phrase, prononcée sur des tons variés dans diverses cuisines à divers volumes, mais toujours avec les mêmes mots. Ton père est parti. Je suis resté. Elle l'a dit quand j'avais 9 ans et que j'ai demandé où il était allé. Elle l'a dit quand j'avais 16 ans et que j'ai demandé si je pouvais lui rendre visite. Elle l'a dit quand j'avais 22 ans et que j'ai eu mon premier vrai emploi, et qu'elle a appelé pour dire que le prêt immobilier était en retard. Ton père est parti, Tessa. Je suis resté. Le moins que tu puisses faire est d'aider. Je l'ai cru. Pendant la majeure partie de ma vie, je l'ai cru. Cette nuit-là, dans le parking, moteur éteint, je me suis connecté au portail Tché sur mon téléphone. 17 ans de relevé, archivé numériquement. J'ai commencé au premier mois et j'ai fait défiler. Prêt immobilier. Électricité. Assurance. Visa. Tout ce à quoi je m'attendais. Propre. Prévisible. Sans particularité. Jusqu'au mois 31. Un virement Zelle. 2200 $. Récurrent. Bénéficiaire. S. Morand. S. Morand. Shelby. Morand. Ma sœur. Je me suis assise dans l'obscurité et j'ai fixé le chiffre. 2200 $. Chaque mois. À Shelby. C'était le premier chiffre qui ne concordait pas. J'aurais dû m'arrêter là. Une personne normale aurait fermé l'application, serait rentrée chez elle, serait allée se coucher, s'en serait occupée le matin, comme quelqu'un qui croit aux limites et à l'autopréservation, et non pas assise seule dans un parking à 21h30 un mercredi soir, à regarder des relevés bancaires sur un téléphone. Mais je ne suis pas une personne normale. Je suis une experte comptable judiciaire. Et les experts comptables judiciaires ne s'arrêtent pas à la première anomalie. Ils s'arrêtent quand le dernier chiffre est justifié. J'ai fait défiler jusqu'au mois 32. 3 nuits. C'est le temps qu'il a fallu pour démanteler 17 ans de foi aveugle. Nuit 1. J'ai cartographié les virements Zelle. 2200 $. Le même jour chaque mois. Le même bénéficiaire. S. Morand. Shelby. Ma sœur. Les virements ont commencé il y a 37 mois, ce qui signifiait que pendant plus de 3 ans, mon argent avait transité par le compte de ma mère et était arrivé chez Shelby sans qu'aucune d'elles ne me le dise et sans que je prenne la peine de regarder. Nuit 2. J'ai suivi l'argent liquide. 800 $ en retrait au guichet automatique chaque mois, toujours à la machine de Soutiste Division, celle près de la salle de sport dont Shelby avait parlé sur Instagram. Pas la salle de sport de ma mère. Pas le quartier de ma mère. J'ai ensuite sorti les relevés Visa. Nordstrom. Sephora. Un salon de manucure sur Hawthorne qui facture 60 $ pour une manucure, ce que je sais parce que je n'y suis jamais allé, mais apparemment ma carte Visa y est allée. Nuit 3.
Les calculs. Je me suis assise à ma table de cuisine avec Nora au haut-parleur, car Nora avait cessé de faire semblant que ce n'était pas aussi son enquête. Elle fait ça. Une fois qu'un problème entre dans son champ de vision, il devient le sien. C'est soit sa meilleure qualité, soit la plus épuisante, selon les jours. Lis-moi les totaux, a-t-elle dit. Redirection mensuelle vers Shelby. Virements Zelle direct. 2200. Retrait mensuel en espèces près de la salle de sport et de l'appartement de Shelby. 8 cents. Prélèvement mensuel sur la carte Visa de ma mère qui correspondent au style de vie et au lieu de Shelby. Environ 1800. Redirection mensuelle totale. Environ 4800 $. Sur 10 840. Oui. Donc moins de la moitié de votre argent payait réellement les factures de votre mère. Correct. Nora est restée silencieuse. J'entendais son stylo taper contre quelque chose. Elle fait ça quand elle décide s'il faut dire la chose prudente ou la chose vraie. Ta mère n'a pas seulement pris ton argent, Tessa. Elle a construit un pipeline. Toi d'un côté, Shelby de l'autre. Et ta mère au milieu. Actionnant la vanne. Je n'ai pas discuté. Les chiffres ne laissaient pas de place à la discussion. Qu'est-ce que Shelby fait comme travail, a demandé Nora. Elle est organisatrice d'événements indépendantes. Et comment vont les affaires? Elle a organisé une fête de départ à la retraite pour le voisin de quelqu'un le printemps dernier. Avant ça, elle a lancé une entreprise de boîtes d'abonnement. Une boîte d'abonnement. De quoi? Bougies. C'était la première. Puis, cristaux. Puis, quelque chose appelé l'expérience de snacks organisés. Donc une boîte de chips. Chips artisanales. Il y a une différence. Apparemment. Tessa. L'entreprise de bougies a duré 4 mois. Les cristaux ont duré 2. Les boîtes de snacks, elle les gère encore techniquement, mais sa dernière publication Instagram à ce sujet date de novembre. Et c'était une photo d'elle mangeant l'inventaire. Nora a expiré, d'une manière qui communiquait un genre d'épuisement professionnel très spécifique. Donc le revenu annuel de Shelby est de combien? 12 000 $? 15 000 $? Une bonne année. Et son loyer est de 2200 $ par mois. Payé par sa mère. Avec mon argent. Shelby sait-elle d'où vient l'argent? C'était la question que j'avais évitée. Parce que la réponse déterminait si ma sœur était une participante ou une passagère. Et je n'étais pas prête à savoir laquelle. Je ne sais pas, ai-je dit. Ma mère lui a dit qu'elle avait des économies. Ta mère a la sécurité sociale et ce qui reste après avoir redirigé tes paiements. Elle n'a pas d'économie. Elle a de la comptabilité. J'ai fait défiler l'Instagram de Shelby pendant que Nora parlait. C'était là, il y a 2 semaines. Miami Beach. Sable blanc, eau turquoise. Un cocktail qui coûtait probablement 22 $. Légende, recharger les batteries. Hashtag, béni. Hashtag, vivre ma meilleure vie. Hashtag, reconnaissante. Reconnaissante. Les mots me sont restés dans la gorge comme une arête de poisson. J'ai retracé le voyage. Vol. Réservé sur la carte Visa de ma mère. Hôtel. 4 nuits dans un établissement de gamme moyenne sur Collins Avenue. 960 $. Restaurant, spa, shopping. Encore 3800 $ et quelques. Total. Environ 4800 $ pour 4 jours en Floride. Le montant exact redirigé de mon compte chaque mois. Les vacances de ma sœur ont coûté exactement ce que je payais en travail invisible pendant 30 jours. Un mois de ma vie converti en 4 jours de la sienne. Tessa? Je suis là. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fermé l'ordinateur portable. La feuille de calcul avait maintenant 47 colonnes. 37 mois de données. Chaque dollar justifié. Chaque virement tracé. Chaque mensonge attribué à un numéro de ligne. Ce que je fais toujours, ai-je dit. Suivre l'argent. L'argent est suivi. Il est dans votre feuille de calcul en ce moment. Alors je vais le suivre jusqu'au bout. Les 17 années complètes. Chaque mois. Chaque dollar.
Cela va vous prendre une semaine de plus. Je paie depuis 17 ans, Nora. Je peux passer une semaine de plus à lire. Elle n'a pas discuté. Elle connaissait cette voix. Celle qui ne négocie pas, ne vacille pas, ne demande pas la permission. La voix INTJ, bien qu'elle n'ait jamais utilisé ce mot. Elle l'appelle simplement ma voix d'audit. J'ouvre à nouveau l'ordinateur portable. Je fais défiler en arrière. Moi. L'été de mes 19 ans, assise par terre dans mon premier appartement, configurant le paiement automatique parce que ma mère disait qu'elle avait besoin d'aide. Avez-vous déjà payé quelque chose toute votre vie d'adulte sans jamais demander où l'argent était réellement allé? Non pas parce que vous ne vous en souciez pas. Parce que vous vous en souciez trop. Parce que demander aurait signifié voir, et voir aurait signifié choisir, et choisir aurait signifié perdre la seule personne qui était censée vous aimer gratuitement. J'avais les chiffres maintenant. Tous. Ce que je n'avais pas, ce dont j'avais besoin avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec ces chiffres, c'était le courage de ressentir ce qu'ils signifiaient. Cette partie est venue ensuite. Et elle a failli me briser. Il a fallu 6 nuits supplémentaires pour compléter la feuille de calcul. 17 ans. 204 mois. Chaque paiement, chaque virement, chaque poste de ligne tracée, catégorisé et codé par couleur. Parce que c'est ce que je fais quand je ne peux pas traiter quelque chose émotionnellement. Je l'organise. Quand j'ai eu fini, c'était samedi matin. J'ai tout imprimé. 47 colonnes, 6 pages, format paysage, parce que le format portrait ne pouvait pas contenir tous les dégâts. J'ai étalé les pages sur le sol de mon appartement, côte à côte, par ordre chronologique, et je me suis assise en tailleur au milieu d'elle comme une femme assise dans l'épave de quelque chose qu'elle avait construit de ses propres mains et incendié avec l'allumette de quelqu'un d'autre. La redirection vers Shelby avait commencé il y a 37 mois, mais le schéma était plus ancien. Avant Shelby, il y avait d'autres fuites. Une charge récurrente à un magasin de meubles dont ma mère n'avait pas besoin de meubles. Des retraits d'argent qui augmentaient chaque décembre, chaque août, chaque mai. L'argent se déplaçant dans des directions que je n'avais jamais remises en question, parce que remettre en question signifiait regarder, et regarder signifiait voir, et voir signifiait choisir, et j'avais passé 17 ans terrifié par le choix. Je me suis assise là et j'ai fait ce que j'avais évité depuis la nuit où j'avais annulé les prélèvements automatiques. J'ai laissé les chiffres devenir des souvenirs. 23 ans. Mes amis d'université avaient planifié un voyage à Big Sur. 5 jours, voiture de location, camping sur la côte. Coût total par personne. $400. J'ai dit que je ne pouvais pas me le permettre. Je pouvais me le permettre. Mais $400 c'était $400 de moins sur le compte qui saignait $10 840 chaque mois. Et j'avais déjà appris que le saignement venait en premier, et ma vie en second. Mes amis sont partis sans moi. Ils parlent encore de ce voyage. Moi non. 27 ans. Aaron. 4 ans ensemble, il était gentil et patient, et il préparait une cafetière tous les matins sans qu'on le lui demande, ce qui est une petite chose à moins que vous ne l'ayez jamais eu. Auquel cas, c'est tout. Nous avons rompu un dimanche d'octobre. Il s'est assis au bord du lit et a dit, « Tess, je t'aime, mais tu donnes tout à ta mère et il ne reste plus rien. Ni pour moi. Ni même pour toi. » Je lui ai dit qu'il ne comprenait pas. Il a dit qu'il comprenait parfaitement. Il avait raison. J'avais raison. Nous avions tous les deux raison sur des choses différentes, et c'est le genre de rupture dont on ne se remet pas parce que personne n'avait tort. 31 ans. Un agent de crédit dans une coopérative de crédit à l'Ecoswego. J'avais conduit là-bas parce que les agences de Portland étaient trop proches de chez moi, trop proches de la chance que quelqu'un que je connaissais me voie demander quelque chose que j'aurais dû pouvoir me permettre 10 fois. L'agent de crédit a examiné mon dossier. Bon crédit. Revenu stable. Elle a levé les yeux et a dit, « Votre ratio dette-revenu est inhabituellement élevé pour quelqu'un de votre catégorie. Pouvez-vous expliquer les sorties de fonds récurrentes ?» J'ai souri et dit que j'avais des obligations familiales. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas demandé quel genre. Je n'ai pas offert de détails. La demande de prêt hypothécaire est restée dans ma boîte à gants pendant 3 semaines avant que je ne la déchire. 3 souvenirs. 3 moments. Où j'aurais pu m'arrêter, demander, regarder.
3 moments où la porte de sortie était juste là. Et je suis passé à côté parce que la franchir signifiait admettre que ma mère n'était pas celle que j'avais besoin qu'elle soit. Et c'était un chiffre que je n'étais pas prête à concilier. Je me suis assise par terre avec la feuille de calcul et j'ai pensé à mon père. Pas la version que ma mère racontait. Pas l'homme qui est parti, qui a abandonné, qui s'est choisi lui-même. L'homme que je connaissais réellement, celui qui s'asseyait dans une cabine chaque 3e samedi et m'apprenait à lire la vérité dans une série de chiffres. J'avais 17 ans, toujours chez Patsy S. Bien que Patsy S ait changé de propriétaire 2 fois et que la vitrine à tarte ait été remplacée par un étal de pâtisserie jamais entièrement rempli, mon père et moi remplissions une demande d'ouverture de compte d'épargne sur la table entre son café et mon milkshake. En utilisant un stylo emprunté à la serveuse car aucun de nous n'en avait apporté. Le formulaire demandait son numéro de sécurité sociale. Il l'a mal écrit. L'a barré. L'a mal écrit à nouveau. Tessie, quel est mon numéro de sécurité sociale? Je lui ai dit. Il m'a regardé fixement. Comment connais-tu mon numéro de sécurité sociale? Tu as laissé une déclaration d'impôt sur la table l'année dernière. Je l'ai lu. Il a fait une longue pause, comme il en faisait quand il ressentait quelque chose de trop grand pour la cabine. Puis il a dit, tu es déjà meilleur que moi pour ça. Tu m'as appris, ai-je dit. Il a baissé les yeux sur le pancake qu'il avait commandé, mais à peine touché. Il commandait toujours des pancakes. Il ne les finissait jamais. Je pense qu'il les commandait parce que c'était ce qu'il me préparait le samedi matin avant de partir. Et les manger dans un restaurant était ce qui s'approchait le plus de cette cuisine sans y retourner. Je t'ai appris les chiffres, a-t-il dit. Le courage, ça, c'est le tien. Il a maintenu cela pendant une seconde. Peut-être 2. Puis il a poussé l'assiette vers moi. Tu vas manger ce bacon? J'ai pris le bacon. Il a fini son café. Nous n'avons plus parlé de courage. Ce n'était pas notre façon de fonctionner. Nous fonctionnions avec des chiffres et des petits déjeuners et en nous présentant, mois après mois, sans avoir besoin d'expliquer pourquoi. Ce souvenir m'a trouvé sur le sol de mon appartement à 2 heures du matin, entouré de 6 pages de preuves, et il a ouvert quelque chose. J'ai pleuré. Pas comme les gens pleurent dans les films, pas les mains sur la bouche et les épaules tremblantes magnifiquement. J'ai pleuré comme une femme pleure quand elle a gardé un chiffre dans sa poitrine pendant 17 ans et le laisse enfin sortir. Moche. Long. Le genre de pleurs qui fait mal aux côtes après, comme si quelque chose de structurel avait bougé. Je ne pleurais pas parce que ma mère m'avait volé. Je ne pleurais pas parce que ma sœur vivait de l'argent que je gagnais. Je pleurais parce que je savais, quelque part sous les prélèvements automatiques et les chèques mensuels et le silence, j'avais toujours su, et j'avais choisi de ne pas regarder. L'experte comptable judiciaire qui pouvait tracer 17 millions de dollars à travers des sociétés écrans au Delaware ne pouvait pas se résoudre à ouvrir le relevé bancaire de sa propre mère parce que l'audit qu'elle craignait n'était jamais à propos de l'argent. C'était à propos de la réponse. Mon père m'a dit une fois dans cette cabine, avec ce café, avec ce stylo emprunté, sache toujours où va ton argent. Et j'avais enfreint cette règle chaque mois pendant 17 ans. Non pas parce que j'étais négligente, mais parce que j'étais loyale. Et la loyauté, quand elle va dans une seule direction assez longtemps, commence à ressembler beaucoup à autre chose. Je suis restée assise par terre jusqu'à ce que les pleurs s'arrêtent. Puis je me suis levée. Je me suis lavé le visage. J'ai ramassé les 6 pages. J'ai aligné les bords. Je les ai mises dans une chemise cartonnée. Je l'ai étiqueté au marqueur noir. Audit financier du foyer Morin -1 204. L'experte comptable judiciaire était de retour. Et elle avait une affaire à classer. 3 jours plus tard, ma mère a envoyé un SMS. Tout en majuscule. Le mot « comportement ». Et une invitation à dîner qui n'était pas vraiment une invitation. Ma mère n'a jamais été une femme passive. Elle n'attend pas que les choses lui arrivent. Elle fait arriver les choses. Alors quand 14 jours se sont écoulés et que son prêt immobilier a été rejeté et que sa facture d'électricité est restée impayée et que sa compagnie d'assurance a envoyé une lettre qu'elle ne comprenait pas, elle ne s'est pas assise tranquillement dans sa cuisine à se demander ce qui n'allait pas. Elle a pris son téléphone et elle est allée à la guerre. Je le sais parce que l'appel a commencé un mercredi. Le premier est venu de ma tante Hélène, la sœur aînée de ma mère,
qui vit à Biverton et ne m'a jamais une seule fois de ma vie demandé comment j'allais sans que cela soit suivi d'une requête. Tessa, ta mère m'a appelé en pleurs. Elle dit que tu lui as coupé les vivres. Après tout ce qu'elle a fait pour vous les filles. Après vous avoir élevé seule, je pense juste que tu devrais savoir à quel point tu l'as blessé. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et je l'ai regardé comme on regarde une contravention. Pas avec colère. Avec la reconnaissance silencieuse que quelqu'un a décidé que vous lui deviez quelque chose et qu'il existe un système en place pour le percevoir. Merci d'avoir appelé, tante Hélène, ai-je dit. Elle vous a élevé seule, Tessa. J'apprécie que vous partagiez cela. Vous m'écoutez au moins. Oui. Je ne suis juste pas d'accord avec vous. Ce sont des choses différentes. Elle a raccroché. Mon oncle Robert a appelé 40 minutes plus tard. Même scénario, voix différente. Puis la voisine de ma mère, Donna, à qui j'ai parlé exactement 2 fois dans ma vie. Une fois à un barbecue et une fois quand elle avait besoin de quelqu'un pour déplacer une étagère. Puis, une femme nommée Jean, que j'ai déterminé plus tard être quelqu'un du club de lecture de ma mère, dont je ne savais pas qu'elle faisait partie, ce qui en dit long sur la part de la vie de ma mère dont je faisais réellement partie par rapport à la part de ses factures que je devais payer. 4 appels en un après-midi. Chacun délivrait le même message dans un emballage légèrement différent. Votre mère a tout sacrifié. Votre mère vous a élevé seule. Votre mère mérite mieux. Ma mère ne m'avait pas appelé directement. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait construit un chœur, et le chœur chantait sa version de la chanson, et chaque voix disait la même chose parce que chaque voix avait reçu le même scénario. Elle ne m'avait pas élevé seule, mais personne dans ce chœur ne le savait. Je me suis assise à mon bureau au travail et j'ai laissé les messages vocaux s'accumuler. Nora regardait depuis l'autre bout de notre bureau partagé, ses lunettes de lecture basse sur le nez, son expression celle qu'elle utilise lorsqu'elle recueille des données avant de rendre un verdict. Combien jusqu'à présent, a-t-elle demandé? 4 appels. 3 messages vocaux. Un SMS de quelqu'un nommé Jean. Qui est Jean? Club de lecture. Votre mère a un club de lecture? Apparemment. Qu'est-ce qu'elle lise? Je ne sais vraiment pas, Nora. Je parie que c'est quelque chose avec une femme en couverture courant dans un champ. J'ai presque souri. Presque. Les messages vocaux continuaient d'arriver. Ce soir-là, Shelby a appelé. Le nom de ma sœur est apparu sur mon téléphone à 19h42, ce qui était inhabituel car Shelby communique principalement via des stories Instagram et des SMS occasionnels qui consistent entièrement en emojis et le mot « littéralement ». Un véritable appel téléphonique signifiait que quelque chose avait pénétré la membrane. « Salut », a-t-elle dit. Sa voix était légère, comme elle le devient quand elle essaie d'avoir l'air décontractée à propos de quelque chose qui ne l'est pas du tout. Alors, maman panique un peu. Elle dit que tu as arrêté d'aider avec les factures ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai écouté sa voix. La cadence. Les endroits où elle montait, où elle descendait. Je fais ça. J'écoute la musique sous les mots parce que les mots de ma famille ont toujours été peu fiables, mais la musique ne ment jamais. Shelby n'appelait pas parce qu'elle était inquiète pour notre mère. Shelby appelait parce que le loyer de Shelby n'était pas arrivé ce mois-ci. Le virement Zelle de $2200 n'était pas passé. Et la zone tampon entre Shelby Moran et la réalité financière était exactement de l'épaisseur d'un virement mensuel qu'elle n'avait jamais remis en question d'une source qu'elle n'avait jamais confirmée. Et maintenant, le virement était en retard. Et la source était silencieuse. Et Shelby pouvait sentir le sol se dérober sous sa vie, organisée. Demande à maman d'où venait l'argent, les $2200 par mois pour ton loyer. Demande-lui les $800 en espèces près de ta salle de sport. Demande-lui les charges Nordstrom et le voyage à Miami et l'entreprise de bougies et l'entreprise de cristaux et les expériences de snacks organisées. Demande-lui d'où tout cela venait. Silence. Assez longtemps pour que j'entende le réfrigérateur ronronner dans son appartement, l'appartement que je payais, le réfrigérateur qui gardait au frais les courses que je finançais, le silence qui régnait dans une vie que je finançais sans recevoir le moindre SMS pour mon anniversaire. Tessa, je ne comprends pas de quoi tu parles. Alors demande à maman. Elle expliquera. Ou non. Dans tous les cas, tu auras ta réponse. J'ai raccroché. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le comptoir.
Je suis resté là 1 minute, les mains à plat sur le granit, respirant. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé la préparation finale. La feuille de calcul était prête. J'avais passé 6 nuits à la peaufiner, comme je peaufinais les livrables clients avant une déposition. Parce que dans mon monde, une feuille de calcul n'est pas seulement un document. C'est un argument. Chaque en-tête de colonne est une affirmation. Chaque cellule est une preuve. Chaque formule est une logique. Et quand la logique est claire, l'argument se fait de lui-même. Je l'ai imprimé. 6 pages. Codé par couleur. Surlignage bleu pour les dépenses légitimes. Paiement du prêt immobilier. Facture d'électricité. Assurance habitation. Minimum de carte Visa. C'était des dépenses réelles. C'était ce pourquoi je pensais payer. Surlignage rouge pour l'argent redirigé vers Shelby. Virement Zelle. Retrait aux guichets automatiques. Charge Visa dans des lieux proches de l'appartement de Shelby et fréquenté par le compte Instagram de Shelby. Surlignage jaune pour les charges que je ne pouvais pas retracer de manière définitive. Des charges qui entraient dans la catégorie que mon père aurait appelée « divers », ce qui signifiait que quelqu'un espérait que je ne poserais pas de questions. Nora est venue ce soir-là avec de la nourriture thaïlandaise et une bouteille de vin qu'elle a posée sur mon comptoir sans commentaire. Elle a regardé les 6 pages étalées sur ma table de cuisine, a regardé le codage couleur, a regardé la chemise cartonnée. « Tu apportes vraiment une feuille de calcul au dîner de dimanche ?» a-t-elle dit. C'est comme ça que j'argumente. La plupart des gens apportent du vin. Elle a fait un geste vers la bouteille qu'elle venait de poser. Le vin ne prouve pas la fraude. Non, a dit Nora. Ramassant la page 3 et la tenant en biais, comme elle lit les dépositions. Mais ça aide à survivre à la conversation d'après. Elle est restée jusqu'à 10 heures. Nous avons mangé du pad thaï et elle m'a posé une question pour chaque page de la feuille de calcul. Non pas parce qu'elle doutait de mon travail, mais parce que c'est ce que font les bons auditeurs. Ils testent la résistance. Ils cherchent le chiffre qui ne tient pas. Elle n'a rien trouvé. Les chiffres tenaient. À la porte, elle s'est arrêtée. T'es ça. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire si elle pleure? Je l'ai regardée. Ma mère ne pleure pas. Ma mère joue la comédie. Il y a une différence. Et si Shelby pleure? Cette question est restée dans ma poitrine comme une pierre que je ne pouvais pas poser. Parce que les larmes de Shelby, si elles venaient, seraient réelles. Shelby ne joue pas la comédie. Shelby n'a tout simplement jamais eu à porter quelque chose d'assez lourd pour exiger une performance. Alors je la laisserai pleurer, ai-je dit. Et je ne paierai pas l'addition. Nora est partie. J'ai fermé la porte à clé. J'ai lavé les récipients à emporter. Je les ai séchés. Je les ai empilés. J'ai remis la feuille de calcul dans le dossier. J'ai mis le dossier dans mon sac. Dimanche. 6 heures. La table serait mise. Le public serait assemblé. Et ma mère attendrait avec le seul scénario qu'elle ait jamais écrit. Celui où elle était restée et mon père était parti et je lui devais tout pour la différence. J'apportais un script différent. 6 pages. 47 colonnes. 17 ans. Et une question que je n'avais jamais été autorisé à poser. Que apporteriez-vous à ce dîner? Le pardon? Ou la preuve? La dernière fois que j'ai parlé à mon père de l'argent, c'était un samedi de novembre, il y a 7 ans. J'avais 29 ans. Il en avait 57 et venait de déménager à Bend, 3 heures à l'est de Portland, parce que ses genoux s'aggravaient et parce que Bend était le genre de ville où un électricien à la retraite pouvait réparer des choses pour les voisins en échange de conversations et de tartes. Ce qui était tout ce qu'il avait toujours vraiment voulu. Le restaurant était nouveau. Pas Patsy's. Un endroit appelé le Junipé dans une rue latérale près de la rivière, avec des murs lambrissés de bois et une serveuse qui appelait tout le monde « chérie » et une vitrine à tarte plus petite que celle de Patsy's mais mieux achalandée. Mon père avait déjà trouvé la dernière cabine. Il trouvait toujours la dernière cabine. Je pense qu'il pouvait entrer dans n'importe quel restaurant du pays et en 10 secondes identifier la table la plus éloignée de la porte, la plus proche de la cuisine, avec une vue dégagée sur quiconque entrait. Non pas parce qu'il était paranoïaque.
Parce que c'était un homme qui avait passé 20 ans à être le secret de quelqu'un. Et les secrets s'installent plus confortablement au fond de la pièce. Je lui ai parlé des prélèvements automatiques. Tous. Les montants, les comptes, les années. Je lui ai parlé de l'agent de crédit à l'Ecoswego et de la demande de prêt immobilier que j'avais déchiquetée. Je lui ai parlé d'Aaron, qui était parti parce qu'il ne restait plus rien. J'ai tout présenté comme je présente un audit ligne par ligne parce que c'était la seule langue que nous partagions qui ne nécessitait pas que l'un de nous prononce le mot « amour ». Il a écouté. Il n'a pas interrompu. Il a pris sa tasse de café une fois, l'a posée sans boire, l'a reprise. Quand j'ai eu fini, il a regardé par la fenêtre. La rivière des Chutes était basse à cette période de l'année, gris vert et lente, et il l'a regardé comme il regarde les choses qu'il ne peut pas réparer. Combien, a-t-il dit? Je lui ai dit le chiffre mensuel. Il est resté silencieux longtemps. Puis il a dit, tu sais ce que je facture pour refaire l'électricité d'une cuisine? Non. Environ 4000 $. Ça me prend 3 semaines. 21 jours à tirer des fils, à couper des cloisons sèches, à étiqueter des disjoncteurs. Du travail dur. Du bon travail. Il a marqué une pause. Tu paies plus du double de ça chaque mois. Pour rien. Et personne n'a jamais dit merci. Je sais. Tu le sais, toi? Cette question a atterri différemment de ce à quoi je m'attendais. Pas tranchante. Fatigué. Comme s'il avait attendu que j'arrive à un chiffre qu'il avait calculé des années auparavant et avec lequel il vivait depuis. Seul. Dans la cabine du fond, incapable de dire quoi que ce soit parce que dire quelque chose aurait signifié me dire quoi faire et mon père est beaucoup de choses mais ce n'est pas un homme qui dit à sa fille quoi faire. Il lui donne les outils. Il lui fait confiance pour les utiliser. Quand tu seras prête à arrêter, a-t-il dit, tu arrêteras. Je ne vais pas te dire quand. Ce n'est plus mon travail. Alors quel est ton travail? Il m'a regardé. Puis il a pris son café. A pris une lente gorgée. L'a posé avec les 2 mains. Comme on pose quelque chose quand on veut qu'il reste exactement où il est. Le 3e samedi de chaque mois. C'est mon travail. Je n'ai pas pleuré. Ni lui. Nous avons commandé le déjeuner. Il a pris le club sandwich à la dinde. J'ai pris le sandwich au fromage grillé parce que je n'avais pas encore appris à commander ce que je voulais réellement au lieu de ce qui était le moins cher et parce que les vieilles habitudes des années de saignement, 10 840 $ par mois, ne disparaissent pas simplement parce que vous les avez identifiées. Elles persistent. Elles s'installent dans votre portefeuille comme un membre fantôme. 7 ans plus tard, la nuit précédant le dîner de dimanche, je me suis assise dans ma voiture sur le parking de mon complexe d'appartements et je ne pouvais pas entrer. Le moteur était éteint. Le dossier était sur le siège passager. 6 pages, 47 colonnes, 204 mois. Tout ce dont j'avais besoin et je ne pouvais pas bouger parce que quelque chose s'était installé dans ma poitrine qui était plus lourd que les chiffres et plus froid que les données et il avait un nom que je ne voulais pas prononcer à voix haute. J'avais peur de devenir mon père. Pas l'homme que je connaissais. Pas l'homme dans la cabine. L'homme avec le café. L'homme qui se présentait chaque 3e samedi pendant 27 ans sans faute. J'avais peur de devenir la version de mon père que ma mère avait construite. La version qui existait dans son histoire. Celle qu'elle avait racontée à tante Hélène et oncle Robert et Donna et Jean du club de lecture et à toutes les personnes de son entourage pendant 27 ans. Celui qui est parti. Celui qui a abandonné. Celui qui s'est choisi lui-même plutôt que sa famille. Si j'entrais dans cette salle à manger demain avec une feuille de calcul et une vérité, je deviendrais cette version. Non pas en fait mais dans la seule réalité qui importait aux personnes assises à cette table parce que ma mère avait passé des décennies à construire une réalité dans laquelle partir est le péché et rester est la vertu et quiconque défie cette équation est coupable par définition. Shelby le dirait. Je savais qu'elle le dirait parce que c'était la seule arme qu'elle avait. Tu es comme papa. 4 mots. Et une partie de moi, la partie qui payait les factures depuis 17 ans pour éviter d'entendre ces mots, les croirait. J'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un SMS à Nora. Et si je me trompais? 3 points. Puis, vous avez trouvé 177 000 $ de fonds redirigés sur 37 mois. Vous avez retracé chaque virement. Vous avez vérifié chaque montant.
La feuille de calcul n'est pas fausse. Vous n'êtes pas fausse. Vous avez peur. Ce sont des choses différentes. Je l'ai lu 2 fois. 3 fois. J'ai posé le téléphone. Elle avait raison. La peur et l'erreur se ressemblent de l'intérieur. Elles vous font toutes deux hésiter. Elles vous font toutes deux douter de ce que vous savez. Mais l'erreur signifie que les chiffres ne s'additionnent pas. La peur signifie qu'ils s'additionnent. Et vous souhaiteriez qu'ils ne s'additionnent pas. Mes chiffres s'additionnaient. Chacun d'eux. Je suis entré. J'ai dormi. Pas bien, mais j'ai dormi, ce qui est plus que ce à quoi je m'attendais. Dimanche matin, je me suis réveillé tôt. 6h15. J'ai fait du café. Je me suis tenu à la fenêtre. Portland faisait ce qu'elle fait au début du printemps, où le ciel ne peut pas choisir entre le gris et le bleu pâle et se contente des deux, et les arbres le long de la rue commencent à peine à bourgeonner, et tout semble attendre la permission de commencer. Je me suis habillé. Rien de spécial. Pantalon noir, chemisier gris, chaussures plates. Je ne m'habillais pas pour la guerre. Je m'habillais pour le travail, parce que c'était ça. Un livrable. Une présentation des conclusions. Un argument de 6 pages qui se ferait de lui-même. Si je restais assez calme pour le permettre, j'ai pris le dossier, vérifié les pages. Les 6, dans l'ordre. Bleu, rouge, jaune. Légitime, redirigé, non justifié. Le système de couleurs que mon père ne m'avait jamais enseigné mais qu'il aurait compris, parce que c'était la même logique qu'il utilisait quand il étiquetait les tableaux électriques. Bleu pour le sous-tension, rouge pour le danger, jaune pour l'inconnu. Je suis monté dans la voiture, j'ai quitté le parking, j'ai tourné sur Burnside, la même rue où se trouvait autrefois le restaurant Patsy's, avant qu'il ne devienne un restaurant de ramen, avant que le restaurant de ramen ne devienne un espace de coworking. Avant que l'espace de coworking ne ferme, et que les fenêtres ne s'obscurcissent. Le restaurant était parti, mais la leçon était toujours là. Sur le siège passager à côté du dossier, prononcé de la voix de mon père, simple et claire. Quand quelqu'un écrit divers, il espère que tu ne poseras pas de questions. J'en avais fini de ne pas poser de questions. La lumière du Porsche de ma mère était allumée quand je suis entré dans l'allée à 17h53. La porte d'entrée était ouverte, à l'intérieur, j'entendais sa voix, déjà forte, déjà confiante, déjà en train de jouer pour l'auditoire qu'elle avait rassemblé. J'ai pris le dossier, fermé la portière de la voiture, monté les marches, et pour la première fois en 17 ans, je ne portais pas de chèque. La table était mise pour 6. Ma mère, Shelby, tante Hélène, oncle Robert, moi-même, et une chaise vide que je supposais être aspirante. 7 de table, serviettes en tissu, un rôti de peau au centre qui sentait le romarin et la performance, parce que ma mère n'a jamais cuisiné de rôti de peau de sa vie pour moins de 3 témoins. Elle se tenait en bout de table quand je suis entré. Debout, les bras le long du corps, le menton légèrement relevé, la posture d'une femme qui a répété sa première réplique et attend que son public s'installe. Tante Hélène était sur la chaise la plus proche de la cuisine, serrant un verre de vin blanc comme une bouée de sauvetage. Oncle Robert était assis en face d'elle, les mains jointes, regardant la nappe comme les hommes regardent les nappes quand ils savent qu'ils sont sur le point d'être au milieu de quelque chose qu'ils ne peuvent pas réparer avec des outils. Shelby était à l'extrémité, téléphone face contre terre sur la table, ce qui signifiait qu'elle essayait d'être présente, ce qui signifiait qu'elle était nerveuse. « Tessa » dit ma mère. Pas « bonjour ». Pas « merci d'être venu ». Juste mon nom, prononcé comme une sommation. Maman, je me suis assise, j'ai posé mon sac par terre à côté de ma chaise. Je ne l'ai pas ouvert. Pas encore. Ma mère a commencé. Je suis contente que nous soyons tous ici, parce que je pense qu'il est important que cette famille parle de ce qui s'est passé. J'ai élevé mes filles seules. Elle a regardé Hélène, qui a hoché la tête. J'ai travaillé. J'ai sacrifié. J'ai tout donné pour que vous les filles ayez un toit, de la nourriture et une vie. Et maintenant, l'une de mes filles a décidé, apparemment, que je ne méritais plus d'aide. Elle a marqué une pause. Pas pour respirer. Pour faire de l'effet. Ma mère fait des pauses comme un chef d'orchestre lève une baguette. Elle s'attend à ce que l'orchestre suive. Tessa, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais cette famille ne s'abandonne pas.
Nous ne sommes pas ton père. C'était ça. La phrase. Celle qu'elle avait aiguisée pendant 27 ans. Celle qu'elle gardait dans un tiroir comme un couteau de cuisine, prête pour toute occasion nécessitant de couper. Je l'ai laissé reposer. J'ai laissé tout le monde à table l'absorber, en ressentir le poids, arranger leur sympathie en conséquence. Puis j'ai fouillé dans mon sac et j'ai posé le dossier sur la table. Qu'est-ce que c'est, dit ma mère. Des chiffres. J'ai ouvert le dossier. Page 1. Je n'ai pas regardé ma mère. J'ai regardé tante Hélène. Parce que tante Hélène était celle qui m'avait appelé et m'avait dit que je devais avoir honte. Et tante Hélène méritait de voir à quoi ressemble réellement la honte lorsqu'elle est détaillée. Ce sont 37 mois de relevé bancaire des comptes de ma mère. J'y ai accès parce que j'ai mis en place le système de prélèvement automatique il y a 17 ans. J'ai montré la première colonne. La colonne A est le revenu. C'est les 10 840 $ que j'envoyais chaque mois. Prêt immobilier, électricité, assurance, carte de crédit. Tessa, ce n'est pas le moment. La voix de tante Hélène s'est éteinte quand elle a vu la première page. C'est exactement le moment. Je me suis tourné vers la page 2. La colonne B est la sortie de fonds, où l'argent est allé après être arrivé sur le compte de ma mère. Et c'est là que les chiffres ont cessé de correspondre. La pièce était silencieuse. Pas le silence poli d'un dîner. Le silence tendu d'une déposition, où tout le monde peut sentir que la prochaine phrase va coûter quelque chose à quelqu'un. 2200 $. Virement Zelle. Chaque mois. Bénéficiaire. S. Morand. J'ai regardé Shelby. C'est ton loyer, Shelby. Shelby a ouvert la bouche. La refermée. La rouverte. Maman a dit qu'elle avait des économies. Elle n'a pas d'économie. Elle a mon prélèvement automatique et sa sécurité sociale. C'est tout. J'ai tourné vers la page 3. 800 $ en retrait mensuel au guichet automatique de la machine de Soutiste Division. C'est près de ta salle de sport et de ton appartement, pas près de la maison de maman. Plus environ 1800 $ en charge mensuelle sur la carte Visa de maman chez Nordstrom, Sephora, des restaurants et des magasins qui correspondent à ton activité Instagram. J'ai marqué une pause, y compris un voyage à Miami il y a 2 semaines. 4 jours. 4800 $. Vol, hôtel, restaurant et une visite au spa sur Collins Avenue. Le visage de Shelby était devenu blanc. Pas le blanc de l'embarras. Le blanc de quelqu'un qui regarde le sol sur lequel elle se tenait se dissoudre, carreau par carreau, et qui réalise qu'il n'y a rien en dessous. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Sa voix était petite. La colonne A est d'où venait l'argent, ai-je dit. C'est moi. La colonne B est où il est allé. C'est toi. Sur les 10 840 $ que j'envoyais chaque mois, environ 4 800 $, presque la moitié, étaient redirigés pour financer ta vie, ton loyer, ta salle de sport, tes vêtements, tes voyages. Tes entreprises de boîtes d'abonnement qui ont duré un total de 8 mois. Ma mère a claqué sa main sur la table. Pas assez fort pour faire teinter la vaisselle, mais assez fort pour rappeler à tout le monde qu'elle était toujours debout. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille. Non, ai-je dit. Je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai baissée, comme je le fais lors des dépositions quand j'ai besoin que la pièce se penche. Tout ce que j'ai payé, c'était pour cette famille. Ce que vous avez fait, c'est le rediriger. Vous avez construit un pipeline, maman, moi d'un côté, Shelby de l'autre, et vous au milieu, décidant où mon argent allait sans ma connaissance ou mon consentement. Tu as offert, dit ma mère. Tu as offert d'aider. Tu as mis en place les paiements toi-même. J'ai offert de payer ton prêt immobilier et tes factures. Je n'ai pas offert de financer le style de vie de ma sœur via ton compte. Il y a une différence. Il n'y a pas de différence. La famille est de la famille. La famille ne ment pas à la famille sur la destination de l'argent. Ma mère a regardé Hélène. Hélène a regardé la nappe. Ma mère a regardé Robert. Robert n'avait pas bougé depuis que je m'étais assise. Le cœur de ma mère était silencieux. Le scénario qu'elle avait écrit pour eux n'incluait pas de scène où les chiffres étaient sur la table, surlignés en 3 couleurs avec des reçus. Elle a tendu la main vers la dernière arme, celle qu'elle saisissait toujours quand les autres échouaient, celle qu'elle polissait depuis 27 ans,
celle qui n'avait jamais manqué de clore une conversation en sa faveur. Ton père est parti, a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée, juste légèrement, sur le mot « père ». Je ne pouvais pas dire si la cassure était réelle ou jouée. Après 27 ans de performance, je ne suis pas sûr qu'elle connaisse non plus la différence. Ton père est parti, Tessa. Je suis resté. Je t'ai élevé seul. Et c'est ainsi que tu me rembourses. Shelby pleurait maintenant. Des larmes silencieuses. Les vraies. Celles qui viennent de la confusion plutôt que de la manipulation. Elle m'a regardé avec des yeux humides et a prononcé les 4 mots que j'avais su qu'elle dirait, depuis le parking, depuis la nuit sombre dans ma voiture, depuis le moment où j'ai décidé de venir ici avec un dossier au lieu d'un chèque. Tu es comme papa, a-t-elle dit. Tu pars toujours. La table est devenue silencieuse. Tante Hélène a posé son verre de vin. Oncle Robert a déplié ses mains pour la première fois. J'ai regardé ma sœur, puis ma mère, puis à nouveau Shelby. Il ne nous a pas quittés, ai-je dit. Le visage de ma mère a changé. Pas lentement. Tout d'un coup. Comme un masque qu'on enlève. Sauf que le masque était le seul visage qu'aucune d'elles n'avait jamais vu. Il t'a quitté, maman. Pas nous. Toi. J'ai gardé ma voix égale. Stable. La voix d'Odite. Je le sais parce que je déjeune avec papa chaque mois depuis 27 ans. Cabine au fond, près de la vitrine à tarte. Il m'a appris à lire les relevés bancaires quand j'avais 12 ans. Il m'a aidé à ouvrir mon premier compte d'épargne quand j'avais 17 ans. Il était à ma remise de diplôme universitaire, rangée 14, siège côté allée. Tu étais au 3e rang. Tu ne l'as jamais vu. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Il n'a pas abandonné cette famille. Il a quitté une situation. Et il a passé 27 ans à s'assurer que je connaisse la différence. Chaque 3e samedi. Sans faute. Shelby m'a regardé fixement. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et je pense que quelque part sous tout ce qu'elle t'a dit. Maman sait que c'est vrai aussi. J'ai regardé ma mère. Elle était toujours debout en bout de table, mais quelque chose de structurel avait bougé. La posture était la même. Le menton était toujours relevé, mais ses yeux s'étaient perdus loin, quelque part derrière les répliques répétées et la sympathie orchestrée et les 27 ans d'une histoire qu'elle avait racontée tant de fois qu'elle avait oublié que c'était une histoire. Je ne vais pas expliquer pourquoi il est parti, maman. Tu sais déjà pourquoi. J'ai fermé le dossier. Je me suis levé. J'ai poussé ma chaise. Parce que même maintenant, même à ce moment, je suis le genre de personne qui pousse sa chaise. Tessa, dit ma mère. Juste mon nom. Aucune phrase après. Pas de scénario. Pour la première fois dans ma mémoire, ma mère a dit mon nom et n'avait rien préparé pour la suite. J'ai pris mon sac. J'ai marché vers la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. Non pas parce que j'étais dramatique. Parce qu'il n'y avait plus rien à cette table que j'avais besoin de voir. La lumière du porche était toujours allumée quand je suis sorti. L'air était froid et propre. Comme Portland devient après la pluie quand les nuages se sont déplacés vers l'est. Et le ciel s'ouvre juste assez longtemps pour vous rappeler que le bleu existe toujours. Je suis monté dans la voiture, j'ai posé le dossier sur le siège passager, j'ai tourné la clé, et je suis rentré chez moi les vitres baissées, respirant le premier air que j'avais goûté en 17 ans qui ne me coûtait pas 10 840 $ par mois. 2 jours après le dîner, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai construit une dernière feuille de calcul. Pas l'audit. L'audit était terminé. C'était autre chose. C'était le total des 17 ans de paiement compilés sur une seule page, chaque mois justifié, chaque dollar tracé. Je l'ai formaté comme je formate les livrables clients, en tête claire, alignement décimal cohérent, une ligne de résumé en gras en bas. Je suis une experte comptable judiciaire. Même mon chagrin vient avec des notes de bas de page. Le chiffre en bas n'était pas une surprise. Je le connaissais depuis des semaines, je le portais dans ma poitrine comme une pierre que je ne pouvais pas déposer. Mais le voir en gras, dans la ligne de résumé, dans la police que j'utilise pour les rapports finaux, lui a donné un poids que l'arithmétique mentale n'aurait jamais pu. 520 060 $. J'ai ouvert mon email, créé un nouveau message, tapé l'adresse de ma mère,
laisser la ligne d'objet vide, car il n'y avait pas de sujet qui puisse contenir ce que j'étais sur le point de dire en moins d'un paragraphe, et un paragraphe aurait été trop de mots. J'ai joint le fichier. Dans le corps de l'email, j'ai écrit 2 phrases. Ceci n'est pas une facture. C'est un reçu, pour que tu saches exactement ce que tu as dépensé, et pour qui. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai fait du thé. Earl Grey, sans sucre. Je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé Portland faire ce qu'elle fait les mardis matins. C'est-à-dire ressembler exactement à tous les autres matins où je m'étais tenu à cette fenêtre, essayant de ressentir quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Le thé était encore trop chaud. Je l'ai siroté quand même. Certaines habitudes ne changent pas juste parce que vous avez tout changé d'autres. Les semaines qui ont suivi ont été silencieuses comme l'après-coup. Pas paisibles. Juste vide du bruit qui les remplissait auparavant. Le paiement du prêt immobilier de ma mère a eu 30 jours de retard, puis 60, puis 90. Je le sais parce que la banque m'a envoyé un avis, car mon nom était toujours sur l'autorisation de prélèvement automatique originale. J'ai appelé la banque, expliqué que je n'étais plus responsable, et leur ai demandé de supprimer mes coordonnées. La femme au téléphone m'a demandé si je voulais réactiver le paiement. J'ai dit non. Elle a demandé si j'étais sûr. J'ai dit que j'étais sûr de la manière dont seul quelqu'un qui a passé 6 nuits à auditer les relevés bancaires de sa propre mère peut l'être. Ce qui est complètement. La maison est entrée en procédure de saisie immobilière au 4e mois. Ma mère a déménagé dans un appartement d'une chambre à Tigard, une banlieue au sud de Portland, où le loyer était suffisamment bas pour être couvert par la sécurité sociale, et les murs étaient assez minces pour entendre les voisins. Je ne l'ai pas aidé à déménager. Je ne lui ai pas rendu visite. Shelby a duré plus longtemps que prévu. Elle a appelé ma mère tous les jours pendant les 2 premières semaines après le dîner. Puis tous les 2 jours. Puis 2 fois par semaine. Puis 1 fois. Au 2e mois, les appels étaient hebdomadaires. Au 3e, ils avaient cessé. Non pas parce que Shelby était en colère. Parce que Shelby avait construit une vie sur une fondation qu'elle ne savait pas emprunter. Et quand la fondation a été retirée, la structure n'a pas tenu. Sans les $2200 par mois, sans les charges Nordstrom, et les virées Sephora, et les voyages à Miami, la vie, organisée, de Shelby s'est contractée à sa taille réelle, qui était un studio et une entreprise de boîtes d'abonnement qui a vendu moins de 11 unités au cours de son dernier mois. Elle m'a appelé 1 fois. Pas pour s'excuser. Pas pour crier. Juste pour dire, je ne savais pas, Tessa. J'ai dit, je te crois. Et je la croyais. Shelby ne savait pas d'où venait l'argent, de la même manière que je ne savais pas où l'argent allait. Nous étions toutes les 2 aveugles, juste dans des directions différentes. Elle était aveugle à la source. J'étais aveugle à la destination. Et, notre mère s'était placée au milieu, comptant que ni l'une ni l'autre ne regarderait au-delà d'elle. Quand tu seras prête à parler de ce qui s'est passé et non de ce dont tu as besoin, ai-je dit, appelle-moi. Elle a dit d'accord. Elle n'a pas encore appelé. Mais elle a dit d'accord. Et c'est un mot différent de « au revoir ». Ma mère m'a appelé tous les jours pendant 3 semaines. Les messages vocaux changeaient comme le temps change. Par étapes que l'on peut suivre si l'on fait attention. Semaine 1. Colère. Après tout ce que j'ai sacrifié, après tout ce que je t'ai donné. Tu n'avais pas le droit de faire ça devant Hélène et Robert. Tu n'avais pas le droit. Semaine 2. Négociation. Tessa, si seulement tu me rappelais, on pourrait arranger ça. Je suis prête à m'asseoir. Je suis prête à parler. J'ai juste besoin que tu comprennes mon point de vue. Semaine 3. Un message vocal qui a duré 47 secondes et ne contenait aucun mot. Juste une respiration. Une respiration lente et irrégulière, le genre qui vient d'une femme assise seule dans un appartement d'une chambre à Tigard, tenant un téléphone à son oreille, attendant que quelque chose sorte de sa bouche, et ne trouvant rien. Pas de scénario. Pas de performance. Pas de phrase qui commence par « ton père est parti » et se termine par « je suis resté ». Juste le souffle. J'ai écouté ce message vocal 2 fois. Je n'ai pas rappelé. Mais je ne l'ai pas non plus supprimé. Je l'ai enregistré dans un dossier sur mon téléphone étiqueté « divers »
ce qui est un mot qui signifie que quelqu'un espère que vous ne poserez pas de questions, et aussi un mot qui signifie que je ne suis pas prête à répondre. Le 3e samedi du mois suivant, je suis monté dans ma voiture à 7 heures du matin et j'ai conduit vers l'est. L'autoroute 26 jusqu'à la 97 à travers la réserve de Warm Springs, au-delà du haut désert où les pins s'amincissent et le ciel devient si vaste qu'on a l'impression que la terre essaie de vous montrer quelque chose qu'elle a gardé pour elle-même. 3 heures. Pas de musique. Pas de podcast. Juste la route et le moteur et le son d'une femme conduisant vers la seule personne qui ne lui avait jamais demandé de paiement. Le juniper était toujours là. Mur lambrissé de bois. Petite vitrine à tarte. La serveuse qui appelait tout le monde « chérie ». Mon père était déjà assis. Dernière cabine. Près de la vitrine à tarte. Café devant lui. Noir. Sans sucre. Menu fermé parce qu'il savait déjà ce qu'il allait commander. Comme il le savait depuis 20 ans. Comme il le saura encore 20 ans si ses genoux tiennent. Et si le juniper reste ouvert? Et si la cabine du fond reste disponible le 3e samedi? Je me suis assise en face de lui. Il m'a regardé. Pas avec surprise. Pas avec pitié. Avec le regard stable et marqué par le temps d'un homme qui attendait que quelque chose arrive depuis très longtemps et qui ne va pas gâcher le moment en parlant trop tôt. J'ai lu les chiffres, papa, ai-je dit. Je sais, a-t-il dit. Ça t'a pris du temps. Oui. Tu vas bien? Pas encore. Mais les chiffres sont propres. Il a hoché la tête. C'était suffisant. Dans notre langage, les chiffres sont propres et ce qui se rapproche le plus de « je vais m'en sortir ». Il a compris. La serveuse est arrivée. Il a commandé des pancakes. J'ai commandé le sandwich au fromage grillé. Puis je me suis arrêté. En fait, ai-je dit, je prendrai le club sandwich à la dinde. Il a levé les yeux de son menu. Un sourcil. La plus faible trace d'un sourire. Le genre de sourire qui n'a pas besoin d'être large parce qu'il est profond. Club sandwich à la dinde, a-t-il répété. J'ai fini de commander la chose la moins chère du menu. Il a posé le menu. A pris son café. A pris une longue gorgée. L'a reposé avec les 2 mains. Comme on pose quelque chose quand on veut qu'il reste exactement où il est. Tu vas manger ce bacon? Chaque morceau. Nous nous sommes assis dans la dernière cabine d'un restaurant à Bend, Oregon, le 3e samedi du mois. Et nous avons pris le petit déjeuner comme nous l'avons fait pendant 27 ans. Tranquillement. Complètement. Sans avoir besoin de nous expliquer pourquoi nous étions là parce que nous n'avions jamais eu besoin d'expliquer. Nous nous sommes juste présentés. C'était ça l'essentiel. C'était tout le travail. J'ai perdu une mère ce dimanche à une table de dîner à Portland. Ou peut-être que j'ai juste arrêté de faire semblant d'en avoir une. Quoi qu'il en soit, le 3e samedi de chaque mois, dans une cabine près de la vitrine à tarte, j'ai un père qui m'a appris à lire les chiffres et ne m'a jamais une seule fois demandé de payer pour ce privilège. Il a été là tout le temps et maintenant. Moi aussi. Si quelqu'un que vous aimez est assis dans une cabine quelque part à vous attendre toute votre vie et que vous avez eu trop peur de dire à quiconque qu'il existe, laissez-moi vous demander ceci. Que attendez-vous? Les chiffres sont déjà propres. La seule chose qui reste est le trajet. Voici ce que personne ne vous dit sur le fait d'être celui qui paie. Vous arrêtez de poser des questions parce que les réponses pourraient vous coûter plus cher que l'argent n'en a jamais coûté. Vous vous dites que l'amour et le sacrifice sont la même chose et au moment où vous réalisez qu'ils ne le sont pas, la facture a couru pendant des années et la seule personne qui n'a jamais été payée, c'est vous. Si vous êtes celui qui maintient financièrement votre famille, faites une chose cette semaine. Regardez vos propres chiffres, non pas pour accuser qui que ce soit, juste pour voir, parce que le moment où vous cessez d'avoir peur de ce que dit la feuille de calcul est le moment où vous cessez d'être contrôlé par elle. Et si quelqu'un dans votre vie est resté discrètement en arrière-plan, se présentant pour vous sans demander de crédit, sans exiger de remerciement, dites-lui que vous le voyez. Avant qu'un autre samedi ne passe, qui dans votre vie a été votre cabine du fond et le leur avez-vous dit récemment?